Bienvenue sur la chaîne de podcast de la médiathèque d'Arcueil. Aujourd'hui, nous recevons Sofiane Chouaib, co-réalisateur du court-métrage Yaanouni, récompensé du prix du public lors du Nikon Festival 2024. Sofiane, comment ça va ? Ça va super, ça va très bien et très très enchanté. Premier podcast, première interview. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de devoir raconter sa vie ? En fait, moi j'ai l'habitude d'écouter les podcasts, de regarder les interviews, etc. de mon côté, pratiquement toutes les semaines, etc. de gens qui m'inspirent ou de réalisateurs, d'acteurs, ou même des gens qui sont un peu dans l'audiovisuel de manière générale. Donc j'avoue que là, ça me fait un peu bizarre d'être un peu de l'autre côté. En fait, je me dis, mais il y a un bug dans la matrice, il y a quelque chose. Mais non, franchement, je suis très, très honoré, franchement, très enchanté. Tu me parlais des personnes qui t'inspirent, que tu regardes. Et d'ailleurs, ma première question, je voulais savoir comment tu es entré dans le monde du cinéma. Qui t'a inspiré, qui t'a donné envie ? À quel moment tu t'es dit, non, moi aussi, je veux le faire. Je veux tourner quelque chose. En fait, c'est à la fois... comment dire ? En fait, c'est pas une histoire passionnante dans le sens où c'est pas... il m'est arrivé quelque chose dans ma jeunesse et j'ai eu le déclic. Il faut que je fasse des films. En fait, c'est venu assez naturellement. Parce que je peux remonter à l'époque où en fait mon père en fait est super cinéphile, mais cinéphile dans le sens où il peut regarder le dernier blockbuster, le dernier blockbuster avec Vlad des explosions et tout, mais il peut aussi s'intéresser à par exemple le cinéma coréen par exemple, Kurosawa, etc. Et en fait c'est par cette cinéphilie là que j'ai un peu commencé à m'intéresser, on va dire, au cinéma. Et le fait qu'on allait au cinéma, généralement pour regarder des films un peu grand public, etc., etc. Mais en tout cas, c'était la première porte, on va dire. Et puis après, il a vu que j'étais quand même un peu... que j'étais intéressé, en fait, que j'avais quand même un intérêt lié à ça par rapport à d'autres domaines. Et en fait, il m'a acheté ma première caméra. Oh. Et c'était un Canon EOS 6D, si je m'en souviens bien, que j'ai toujours chez moi d'ailleurs. Et en fait, par la suite, j'ai commencé à réaliser des vidéos, en fait, pour voir, en fait, pour tester. Et à l'époque, j'avais fait des tutos sur Internet. Donc, des tutos liés à l'informatique, donc rien à voir avec le cinéma. Mais en fait, c'était la première, on va dire, la première fois où vraiment, je réalisais quelque chose, on va dire, avec mes mains, que je faisais un truc, en fait. Et par la suite, à travers ces vidéos-là, j'ai commencé à faire des tutos, etc. Pour un peu aider les gens sur des trucs informatiques, mais très niche, genre comment compresser une vidéo, comment envoyer une vidéo sur WeTransfer, enfin que des trucs comme ça. Et puis après, je me suis dit, bon, c'est très sympa les tutos, mais j'ai quand même envie de faire quelque chose de plus, comment dire, qui me passionne plus et qui soit drôle aussi, parce que j'aime beaucoup la comédie. Enfin, je consommais beaucoup de vidéos YouTube à l'époque, enfin tous les podcasts, etc., et j'avais envie d'en faire. Et j'essayais de faire des podcasts, on va dire, qui étaient j'essayais d'être un peu original, on va dire, dans les podcasts que je faisais, mais bon, ça restait des podcasts de quelqu'un qui a 15 ans, quoi, donc c'était pas forcément les meilleurs podcasts. Mais c'est comme ça que j'ai un peu, on va dire, expérimenté tout l'aspect de écrire, tourner et monter, en fait. Et aujourd'hui, je continue toujours à écrire, tourner et monter ce que je fais, sauf que c'est des projets différents que ce que je faisais du coup il y a depuis 10 ans maintenant. Ça y est, on est en 2025, donc on peut dire 10 ans. Enfin, je peux dire 10 ans, mais du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis par la suite, en fait, j'ai d'ailleurs été, alors je fais une petite mention du coup, je t'en avais parlé avant, mais à la terminale TS02 du lycée Lyoté à Casablanca, où j'ai fait mon lycée là-bas, pratiquement toute la classe en fait m'avait soutenu à l'époque quand je faisais mes vidéos, et ça m'avait vachement donné confiance en moi. Et en fait, c'est là où je me suis dit, en fait, c'était un peu mon premier, comment dire, j'avais déjà des gens qui regardaient mes vidéos, mais c'était mon premier, on va dire, je sais pas comment dire, c'est un peu mon premier public, en fait, où je montrais mes vidéos à l'avance, pratiquement, etc., etc. Et ça m'avait tellement soutenu que ça m'a donné vraiment confiance en moi, de continuer là-dedans, de continuer dans ce domaine. Et c'est comme ça maintenant que aujourd'hui, je me suis lancé dans la fiction, on va dire. Même si j'ai quand même ce truc de toujours continuer un peu de faire des vidéos par-ci par-là, etc. Mais en tout cas, voilà. Donc, pour résumer, c'était un peu long, mais j'ai commencé vraiment à travers en fait, les réseaux sociaux, en fait. J'ai commencé à travers les réseaux sociaux dans mon adolescence, et puis par la suite, j'ai commencé à rentrer dans le domaine
par cette porte-là et voilà, j'en suis là aujourd'hui, on va dire. Et est-ce que c'est ces mêmes amis qu'on aperçoit donc dans ton premier projet, j'ai envie de dire, qui s'appelle 4 ans avant demain? Il y a des images d'une bande de potes, je crois, à un moment. Ah, je saurais pas dire. Est-ce que ça serait cette classe-là, non? En fait, du coup, pour la petite histoire, 4 ans avant demain, en fait, c'est un... Comment je pourrais dire ça? C'est en gros... En fait, il y a une application qui s'appelle 1 Second Every Day, où l'idée, c'est de filmer 1 seconde chaque jour. J'avais commencé ça en 2016, donc il y a très 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 longtemps. Et en fait, chaque jour, je faisais une vidéo d'1 seconde, et j'ai fait ça pendant peut-être 6 ans, un truc comme ça. Ah oui. Et du coup, 4 ans avant demain, c'était un peu un montage de toutes ces vidéos d'1 seconde pendant 4 ans. Et j'avoue que je saurais même pas te dire. Je saurais même pas te dire, parce qu'après, je n'osais pas forcément filmer les gens aussi dans mon entourage, etc. Donc généralement, c'était soit des plans sur des arbres, ou dans ma chambre, etc. Ou de ce que je regarde sur mon ordi. Donc généralement, c'était plutôt ce genre de vidéo-là, parce qu'après, j'avais aussi ce truc d'être très... ouais, alors c'est pas que j'avais pas... on dirait que j'essaie de faire le personnage un peu d'animé, un peu asocial, etc. En vrai, pas du tout, mais c'est juste que j'étais très... j'aimais beaucoup, en fait, être dans ma chambre et faire mes projets dans mon côté. J'avais pas forcément ce truc de toujours être à l'extérieur, machin, ou d'être tout le temps avec des potes, etc. En fait, c'était vraiment le fait de regarder et puis de faire, en fait, des vidéos, etc., qui me branchaient le plus, on va dire. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'en fait, enfin que par la suite, du coup, j'ai continué, que 4 ans avant demain était sorti. C'était pour un concours à l'époque, je crois que j'avais envoyé ce projet pour un concours, il me semble. Bon, au final, il n'y a pas eu de résultat, mais... Donc première participation à un concours avec ça. Alors, je sais pas si c'est ma première. Il me semble que j'ai dû participer à d'autres concours, mais il y a très 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 longtemps, où je faisais un peu des courts-métrages dans ma chambre. Parce que je crois que j'avais fait mes premiers courts-métrages, en fait, j'étais tellement timide, on va dire, que je faisais tout seul. Et je n'osais pas forcément demander à des gens de m'aider. Ah, est-ce que tu peux tenir la caméra, machin? Parce que soit j'avais ce truc de toujours faire les choses par moi-même, et aussi j'avais pas forcément le courage d'appeler d'autres gens, en fait. Et pendant très 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 longtemps, en fait, j'ai toujours tout fait tout seul, même jouer dans mes propres films. Quelle catastrophe. C'est pas vrai. Je les ai vus, c'est pas vrai. Alors, après, il y a des projets que j'ai pas mis sur Internet, parce que forcément, c'est les tout premiers projets, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, en se donnant un peu plus de moyens et de confiance, au final, on peut arriver à des résultats intéressants en s'ouvrant aux autres, en fait. Et c'est là où tu réalises quand, après le lycée, en fait, je suis parti du coup à Paris, parce que j'ai fait tout un itinéraire, mais bref. Je suis parti à Paris pour faire des études de cinéma à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mention cinéma. Et en fait, c'est là où vraiment j'ai réalisé que en fait, j'étais pas tout seul en fait dans mon coin à être passionné par le cinéma, etc. Évidemment, je savais que j'étais pas le seul, mais le fait d'être vraiment concrètement avec des gens qui veulent pratiquement tous faire de l'audiovisuel par la suite, ou pas forcément, mais en tout cas qui ont un intérêt là-dedans, en fait, c'est là où je me suis beaucoup plus ouvert, on va dire, à collaborer, à faire des choses avec d'autres personnes, en fait. Et c'était quelque chose qui était totalement nouveau pour moi à ce moment-là. Donc voilà. Génial. Et juste après ça, donc, il y a Like. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que moi, du coup, je l'ai visionné et tu joues dedans. Ouais. Et tu joues même très bien. Et j'ai trouvé ça très drôle. C'est une comédie. J'ai noté, c'est un jeune homme à une manière très particulière d'occuper son temps, truquer ses photos prises chez lui afin de faire croire aux autres qu'il voyage partout dans le monde. Ah, c'est un bon choc mental, parce que j'avais pratiquement oublié cette vidéo, mais en fait, la particularité, c'est que ça a été tourné pendant le confinement. Ok. J'étais confiné chez ma sœur. On était ensemble à Valenciennes à l'époque. Enfin voilà, pour tous les petits détails, mention spéciale à Valenciennes. Et en fait, j'avais fait cette vidéo pendant le confinement. Je crois que c'était aussi pour un concours d'ailleurs. Et où l'idée, c'était simplement, voilà, j'étais dans mon élément, parce que j'étais pratiquement, enfin. Du coup, j'avais réalisé cette vidéo pratiquement seul. Il y avait quand même ma sœur qui m'avait aidé dans certains plans. Et c'était vraiment quelque chose que j'ai fait pendant le confinement pour m'occuper, en fait. Et c'était un peu, on va dire, un projet qui mêlait à la fois... Je pense que c'était la bonne transition entre le mois d'avant, qui faisait beaucoup de vidéos comiques sur Internet, etc. Et pour aller un peu vers la fiction. Même si, en vrai, quand tu regardes le film, la vidéo, tu te dis, c'est plus une vidéo humoristique que de la fiction. Mais je sais pas, maintenant je réalise, que c'était un peu la transition
vers quelque chose de plus sérieux, on va dire. Mm. En tout cas, ça a été une étape assez importante, je trouve. Bah, peu de temps après, tu commences, on va dire, à mettre les pieds dans le plat en tant qu'assistant réel. Ouais, c'est vrai. C'est ça, dans The Perfect Dream. Ouais. Tu peux nous parler de cette expérience? Alors, je crois que The Perfect Dream, il me semble que c'était sorti après le confinement, mais je crois que ça a été fait avant. En fait, à ce moment-là, j'étais à la fac. Alors, la particularité de la fac, c'est que, bon, ça dépend évidemment des facs, etc., de cinéma, mais pour ceux qui voudraient le savoir, en fait, une fac de cinéma, là, moi, je trouve ça très sympa dans le sens où ça te permet d'avoir, on va dire, une très bonne base théorique. En termes de théorie, tu te régales parce que vraiment, tu passes par l'histoire du cinéma et même dans des choses, enfin, dans des matières qui sont pas liées au cinéma, mais qui en tout cas ont un lien avec l'audiovisuel, avec le cinéma, comme l'histoire de l'art, la philosophie de l'art, etc., etc. Mais en fait, je trouvais qu'il manquait, après, je n'étais pas le seul, mais qu'il manquait beaucoup de pratique. Il n'y avait pas forcément les moyens de louer beaucoup de matériel et de permettre du coup aux étudiants, parce qu'on était aussi un peu nombreux, de réaliser des projets, etc., etc. Donc en fait, je me suis un peu retrouvé à chercher un peu ailleurs ce côté pratique en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé par d'abord faire la figuration, faire de la figuration dans des courts-métrages bénévoles ou donc pas rémunérés, mais à la rigueur il y avait du 4/4 pour le goûter. mais du coup c'est comme ça que j'ai commencé et puis par la suite je me suis dit tiens ça pourrait peut-être intéressant parce que c'est quand même cool d'être figurant pour observer. Pour observer comment se déroule un tournage, les coulisses, etc. J'imagine que tu peux aller à la rencontre aussi de l'équipe, poser des questions, observer comment ils s'y prennent. Ah, complètement. Surtout qu'il y a une différence, pour la petite histoire, il y a une petite différence entre être figurant dans un court-métrage bénévole où il peut y avoir une dizaine de personnes dans l'équipe, ou une quinzaine, ou un peu plus, et où tout le monde est accessible, où le fait que tu sois figurant bénévole dans un projet d'un réalisateur qui commence, qui est étudiant, ou qui est amateur ou semi-pro, en fait, ils sont généralement assez contents d'avoir quelqu'un dans l'équipe qu'ils connaissent pas forcément, qui viennent les aider, même si c'est juste pour faire de la figuration. Et du coup, c'est vrai que ça te permet de croiser des gens qui sont peut-être dans des écoles privées de cinéma à 8 000 € l'année et qui ont, je pense, plus de matos qu'une fac de cinéma. Et du coup, ça te permet, en tout cas, moi, ça m'avait permis de vraiment me faire tout un réseau, en fait, de gens qui faisaient aussi de la réalisation, ou même qui étaient script, par exemple, ou qui étaient assistants réalisateurs, ou qui étaient d'autres postes dans le cinéma. Donc ça a été vraiment hyper intéressant cette période-là, mais j'avais quand même envie d'en savoir un peu plus, et pour ça il fallait que je sorte un peu de la case figurant, on va dire, pour aller vers la technique en fait, voir comment concevoir un film en fait. Et je trouvais que la place de l'assistant réalisateur c'était plutôt pas mal parce que c'était je pense que c'est le contact le plus proche du réalisateur sur un tournage en fait. Et en fait ça m'a permis de mieux comprendre comment le réalisateur il conçoit ses scènes, comment il se comporte dans un plateau, comment il en fait ça m'a beaucoup aidé, même si pour être très honnête j'étais pas bon du tout en tant qu'assistant réalisateur, parce que pour savoir en fait, pour les gens qui savent pas concrètement ce qu'est être assistant réalisateur, peut-être que même moi je sais pas forcément comment bien le définir aujourd'hui, mais c'est celui en gros qui organise le tournage. Donc il organise le réalisateur qui généralement est le scénariste de son court-métrage, de son œuvre. Donc il vient avec un scénario et l'assistant réalisateur il fait ce qu'on appelle une sorte de dépouillement, c'est-à-dire qu'il analyse le scénario et concrètement il dit ok, dans cette séquence, dans cette première scène, on a besoin de ça, donc de tel objet, de tel décor, de tel nombre de figurants, etc., etc. Bon après je schématise évidemment parce que normalement tous les chefs de poste ils font une sorte de dépouillement à eux, etc. Mais bref. Et donc du coup ça demande beaucoup d'organisation et ça demande aussi sur le tournage parce que sur un tournage quand tu veux tourner dans un décor, il se peut que le décor il soit pas disponible toute la journée, qu'il soit disponible dans certaines tranches d'horaire parce que généralement c'est assez cher de réserver un décor, etc. Donc l'assistant réalisateur c'est celui qui gère le temps, on va dire, sur le tournage. Donc c'est que des compétences que je n'ai pas du tout, que je n'ai toujours pas. Et donc du coup à l'époque quand je me suis retrouvé assistant réalisateur d'une équipe de 15 personnes avec des cascadeurs, avec des cascades machin, avec du matos assez cher, etc., etc., des gens à gérer, etc., etc., et que j'étais tout seul dans mon coin et que je savais même pas. Et vraiment, je me rappelle, il y avait des gens qui me disaient Sofiane, il reste combien de temps du coup pour faire ce plan ?
Et à l'époque, j'étais en mode, il fallait minuter du coup. Il fallait que je donne un. Parce que moi j'étais là, vraiment, mais ma toute première fois où j'étais assistant réalisateur, j'étais là en mode, ouais, bah du coup je suis à côté du réalisateur et je fais, ouais, il est sympa ce plan. Mais moi je savais pas du tout qu'il y avait ce truc de, il faut minuter chaque plan, machin, etc., etc. Je savais pas du tout. Donc c'était un petit peu difficile parce que je me suis pris un peu on va dire la tempête de ce truc, de me dire ah ouais, en fait c'est ça être assistant réalisateur. Donc c'est pour ça que j'ai totalement arrêté ce travail en fait. Mais ça m'a beaucoup aidé à mieux connaître en fait, mieux savoir comment gérer un plateau et puis connaître davantage ce métier-là et puis tous les autres postes tout simplement. Passionnant. Et donc juste après, il y a une vidéo qui s'appelle Comment je m'appelle déjà. Oui, bien sûr. Oui, parce que tu as envie d'en parler. Ouais, carrément. Déjà, je fais une mention spéciale parce que du coup, je l'ai coécrit et co-réalisé avec Guillaume Mailleux et Alma Barousse, si jamais ils écoutent ce podcast. Est-ce que c'est eux qui jouent ? Alors, on joue tous ensemble. Ah oui, c'est ce qui me semblait. On joue tous. En fait, c'est un projet de fin d'études. Donc moi, j'ai fait une licence de cinéma du coup à Paris 1 et à la fin du coup de cette licence sur 3 ans. Il fallait qu'on réalise un court-métrage, du coup avec un peu les moyens qu'on avait, on va dire. Et c'était vraiment un projet qui a duré, le court-métrage, il durait une vingtaine de minutes. Donc une vingtaine de minutes, c'était assez, pour moi, et encore aujourd'hui, c'est hyper gros pour moi parce que je crois qu'on avait fait 5 jours de tournage, quelque chose comme ça, et puis c'était des semaines de préparation, et puis on a mis beaucoup de temps. Après, j'étais aussi très relou. J'étais aussi très relou parce que moi, j'étais tellement dans le truc dans le détail, machin, de prendre le temps de bien écrire le scénario, machin, etc. Et parfois, je me perdais dans les détails. Et je fais aussi peut-être une petite mention parce que, en fait, c'est un peu dans ce projet-là qui était hyper gros pour moi à ce moment-là, que j'ai réalisé un peu mes faiblesses en tant que réalisateur, même si du coup j'étais co-réalisateur, mais parfois même très souvent, j'essayais de prendre un peu les devants en mode ouais, je suis le réalisateur, machin. Je me prenais pour Fincher à cette époque-là, et ça se ressentait sur je pense après coup que ça se ressentait sur le tournage parce que en fait, j'étais très relou. Alors je suis toujours relou, ça je peux pas. Mais vraiment à cette période à la fac, etc., machin, où quand on avait des exercices à faire, quand on avait des courts-métrages à réaliser, j'étais toujours dans le détail, machin, etc. Même si c'était pas fou, même si c'était un plan de pas fou à la fin, etc. Je suis en mode, ouais, vas-y, on refait 20 fois la prise, machin, etc. Parce que, en fait, j'étais tellement bercé par ce truc de me dire, ok, un réalisateur, il faut qu'il soit sûr de lui, il faut qu'il fasse plein de prises, machin, etc. Et en fait, je prenais pas en considération le fait que, déjà, c'était un court-métrage qui était bénévole, où tout le monde n'était pas payé, en fait, personne n'était payé. Et que il y avait des gens qui donnaient leur temps, etc. Et qui, en fait, on était surtout là pour apprendre. Et c'était vraiment, je pense, à ce moment-là où j'ai réalisé que, en fait, quand tu veux réaliser un film, t'es pas tout seul, en fait. Je pense que j'ai mis du temps à le comprendre, même si j'étais entouré, du coup, par des gens qui sont vraiment passionnés, qui sont passionnés comme moi. Je pense que j'avais quand même ce truc de me dire, il faut quand même que je fasse tout seul. Et il faut que j'ai encore ce truc de... J'avais pas encore compris que c'était une aventure humaine en fait, un tournage. Et surtout, les tournages, c'est généralement très intense, y a toujours des imprévus, machin, etc. Et en fait, c'est ça qui fait que quand t'es dans une équipe où ça fonctionne bien, en fait, t'affrontes un peu toutes ces difficultés ensemble. Bon, ça fait un peu un truc de bison, ce que je suis en train de dire, en mode de pouvoir de l'amitié, mais c'est un peu ça parce qu'en fait, c'est tellement difficile de tourner un film, surtout quand t'as pas de budget, etc., que quand tu es bien accompagné, en fait, c'est là où tu réalises que l'aventure est exceptionnelle. Et c'est à la suite de ce court-métrage-là où j'ai un peu... où je me suis dit, bon, calme-toi Sofiane, ça ne prend pas pour Fincher. Essaie de considérer quand même les gens avec qui tu travailles, etc. Et par la suite, en fait, je pense que j'ai toujours été très relou, même après. Mais j'avais quand même ce truc de me dire, ok, je me calme. Parce qu'il y a aussi ce truc où quand t'es réalisateur, t'as ton idée et t'as pas envie de lâcher cette idée. Et puis après tu réalises que t'as des gens qui sont dans d'autres domaines, que ce soit à l'image, à la lumière, au son, etc., qui sont experts dans ce qu'ils font et qui te disent non mais Sofiane, fais plutôt comme ça. Et c'est là où je me suis dit ah ouais, en fait c'est beaucoup mieux. C'est tellement mieux que ce que j'avais imaginé. Donc voilà, donc c'est en fait tous ces moments là, le court-métrage Like par exemple, Comment je m'appelle déjà, en fait c'était
c'était des projets qui ont été phares pour moi parce que en fait c'est là où j'ai compris toutes les subtilités de ce métier. Et on a le projet aussi copier-coller. Ouais. Tu peux nous parler de cette aventure un peu? Ouais, en fait, alors c'est un projet qui date de fou furieux parce que j'avais fait un premier scénario de ce projet et j'ai eu l'occasion de remporter un prix pour ce scénario à Angoulême. Je m'en rappelle. En fait, c'était mon premier prix. Je crois que j'avais 20 ans, un truc comme ça. Et en fait, je voulais réaliser du coup, réaliser ce scénario-là. Mais au final, on va en parler après de Yahnouni et de mes autres projets, mais du coup, au final, j'ai dû l'annuler parce que, en fait, c'était pas... En fait, le projet, il datait tellement et c'était plus vraiment ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je suis passé à autre chose. Mais en tout cas, c'était un projet que je trouvais très amusant à imaginer, donc voilà. Donc, peut-être une prochaine fois. D'accord. Tu parlais de Yahnouni, on va enfin en parler. Déjà, que signifie ce titre? Alors... en fait, Yahnouni, ça veut dire mon cœur. Alors, c'est pas forcément la traduction littérale, mais en tout cas, c'est dans le sens dans le film, en tout cas, c'est comment la maman appelle son bébé, en fait. Donc voilà. Je pense que Omar, du coup, qui joue le papa, qui a d'ailleurs traduit, en fait, tout le scénario qu'on a écrit avec Lina, je pense qu'il serait le plus à l'aise à l'idée d'en parler, mais en tout cas, oui, ça veut dire mon cœur. D'accord. Et donc, dans ce court-métrage, on voit dès le début dans quelle situation on va être. Caméra en première vue. Mm-hmm. Pourquoi ce choix? Alors, c'était important pour nous de comment dire. En fait, c'est venu assez naturellement, dans le sens où on se disait, mais comment essayer de se mettre à la place de cette famille? On s'est dit, littéralement, on va se mettre à la place du bébé. Donc, en fait, c'était pour proposer quelque chose à la fois, je pense, par souci d'originalité aussi, pour être très honnête. Parce que moi, personnellement, je me disais, tiens, ça pourrait être vachement intéressant de se démarquer. Parce que j'avoue que j'ai beaucoup de mal, dans les films que je regarde, je me dis, mais attends, mais les acteurs, quand ils jouent, les personnages, quand ils sont en train de vivre, etc., ils voient pas qu'il y a une caméra invisible qui les filme en permanence. Et j'avais toujours... Mais après moi le premier, évidemment, mais personne... j'ai l'impression en tout cas qu'on se rend pas compte. Et je me dis, mais pourquoi, attends, il y a une caméra qui filme les gens comme ça, qui est invisible et tout. Et en fait, je me suis dit, mais et si en fait cette caméra, elle serait littéralement dans l'histoire en fait, et qu'elle soit justifiée en fait. Après, je dis ça, mais évidemment, dans les autres projets que je réalise, la caméra est invisible, etc. Et c'est pas forcément la première personne. Mais en tout cas, à ce moment-là, je me suis fait cette réflexion de me dire, mais et si on faisait comme ça, tout simplement? T'as réalisé ça avec Lina Tadunt. Est-ce que tu peux nous parler d'elle? Ouais, bien sûr. Du coup, Lina, qui est à l'origine du projet en réalité, qui est à l'origine de Yahnouni. En fait, on s'échangeait nos scénarios, nos idées de court-métrage. On essaie de s'entraider un petit peu là-dedans parce que c'est pas forcément évident de bien s'entourer, on va dire, dans ce domaine. Donc en fait, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis après, elle m'avait parlé du coup de cette idée pour le Nikon. Donc Nikon 2024, où le thème c'était le feu. Moi, je réfléchissais aussi de mon côté à faire un court-métrage, etc., sans grand succès, pour être très honnête. et Lina était venue avec... alors, c'était pas cette idée à la base, c'était une idée qui était différente, enfin légèrement différente en réalité, où en fait on suivait une petite fille et qui faisait une sorte de cache-cache avec ses parents. Alors, j'essaie de bien me souvenir, mais en réalité, ce cache-cache, du coup, il est... c'est pas un vrai cache-cache en réalité, parce que les parents font croire à leur enfant que c'est un cache-cache, etc., etc. Il me semble qu'on avait élaboré cette idée, mais peut-être qu'il y avait même une autre version. Mais bref. Mais en tout cas, c'était une version qui était à peu près comme ça. Donc, on n'avait pas encore le bébé avec la première personne. Il y avait peut-être ce truc de plan séquence, mais c'était pas encore confirmé, etc. Et en fait, j'étais tellement... je sentais qu'il y avait un potentiel et qu'il y avait tellement de choses à dire en très peu de temps avec cette histoire-là que, en fait, j'ai voulu rejoindre le projet, en fait, parce que je me suis dit, mais let's go faire ce projet-là. Et elle a gentiment accepté pour qu'on écrive et qu'on collabore sur ce projet. Et puis, donc voilà, donc c'est pour ça que
je remets à César César parce que enfin tout ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est grâce à elle, pour être très honnête. Donc voilà. On la remercie aussi alors. Mais c'est vrai que c'était un projet vraiment touchant. D'ailleurs, on passe vraiment du rire aux larmes en l'espace de 3 minutes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu du mal à travailler au niveau de l'impact? Est-ce que vous avez fait plusieurs essais? Comment ça s'est passé? Ah, mais c'était très compliqué en fait. En fait, on s'y attendait pas du tout à ce... Comment dire? Alors, bon, ça fait un peu bizarre de dire, on s'y attendait pas du tout, etc., etc. Ça peut faire un peu prétentieux dit comme ça, mais en fait, c'est ça que je trouve extraordinaire avec ce film, qui est pour moi plus qu'un film, c'est une aventure littéralement, parce qu'en fait, ça a été semé d'embûches, ça a été semé de doutes, semé de pensées en se disant mais est-ce qu'on va être censuré, peut-être ça va pas marcher. En fait, c'était que des obstacles comme ça, et puis aussi il y avait la contrainte du temps. Après, la bonne partie de ces épreuves, de ces contraintes, c'est aussi nous-mêmes qui nous sommes infligés. En particulier moi, parce que j'avais quand même ce truc de me dire non mais il faut qu'on prenne beaucoup de temps à écrire ce film, etc. Et au final, on s'est laissé... j'ai laissé très peu de temps à l'équipe pour tourner en fait le film, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce film il a été tourné en un jour, et c'était une journée. Pour quelle raison? Alors majoritairement pour le budget. D'accord. Majoritairement pour le budget, parce que forcément on n'était pas produit, donc on n'a pas fait appel à une boîte de production pour produire notre projet, donc avec un producteur qui est là. Quand je dis producteur, il ne faut pas imaginer la personne en smoking, avec une mallette de billets. C'est celui qui... généralement, il y a beaucoup de producteurs indépendants à Paris, notamment, qui, généralement, ils sont là pour pas forcément utiliser leur argent personnel, mais pour chercher l'argent, que ce soit avec des aides, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les villes, les départements, le CNC évidemment, et plein d'autres, on va dire, institutions ou même d'entreprises privées, etc., peuvent donner de l'argent à un projet pour qu'il soit réalisé en fait, avec du coup des clauses, des contrats, etc. Je rentre pas dans ces détails parce que même moi je sais pas, mais il y avait aussi ce truc où en fait on avait une deadline imposée par le Nikon Film Festival. Alors du coup oui, je l'ai pas dit, mais je crois que je l'ai dit, mais que du coup on a réalisé ce projet pour le Nikon Film Festival, en tout cas à ce moment-là exclusivement pour le Nikon Film Festival, parce que ce qu'il faut savoir, je fais une mention évidemment au Nikon Film Festival, et d'ailleurs ils ont lancé leur concours très récemment, il y a lundi il me semble, donc très très récemment, et aussi je fais une mention spéciale à Alexandre Dino, qui est l'organisateur du Nikon Film Festival, qui est franchement quelqu'un de vraiment super, qui est très drôle sur ses stories Instagram, d'ailleurs je tiens à le signaler. On vous invite aussi à aller sur le site du Nikon Festival, à aller visionner les courts-métrages et à voter, c'est important. Exactement, oui, complètement, parce qu'en fait c'est un concours qui est tellement... maintenant ça a forcément la notoriété que ça, et franchement tant mieux, parce que le concept en fait, pour les gens qui ne savent pas évidemment, l'idée c'est de réaliser un court-métrage de 2 minutes 20 maximum, entre 2 minutes et 2 minutes 20, sur un thème qui est imposé chaque année. L'année où on a participé avec Yarnouni, c'était le feu. Cette année, c'est lequel? C'est quoi? C'est les super pouvoirs. Super pouvoir. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de réaliser un film, que ce soit avec une production, ou avec les moyens du bord, ou avec son école, ou avec une association, etc. En fait, les possibilités sont vraiment... il y a tellement de possibilités, etc. Nous, par exemple, on l'a réalisé de manière totalement indépendante. Et en fait, ça permet... si jamais, du coup, le film est sélectionné, ou voire même primé, en fait, par la suite, ça peut donner plein de belles opportunités. Et même au-delà du fait de ne pas avoir son film qui est sélectionné ou qui soit primé, etc. Parce que moi, j'avais participé au Nikon pendant... C'est ma 4e participation avec Arnoïd. J'avais déjà réalisé des Nikon juste auparavant. Et en fait, même si je n'avais pas reçu spécialement de retour, de récompense, de sélection, etc. En fait, ça a été des aventures, parce que pour être forgeron, il faut forger. Et pour être réalisateur, il faut réaliser. Et en fait, c'était l'excuse parfaite, en fait, le fait d'avoir le Nikon Film Festival qui te dise « Ok, il faut faire un film de 2 minutes 20 avec un thème imposé et pour telle date, pour telle deadline. » Et en fait, c'est hyper formateur comme exercice, parce que c'est littéralement ce qu'on avait à la fac aussi. Vous avez telle date, telle deadline, il ne faut pas que vous dépassez telle durée, etc., etc.
Et moi, j'avoue que je suis pas spécialement quelqu'un de très discipliné, on va dire, dans mon travail, etc., etc. J'ai du mal à me fixer des deadlines pour faire un projet ou pour faire quelque chose. Et le Nikon, ça a été là justement pour nous aider à se dire, lancez-vous en fait. Et même si vous n'avez pas de budget, même si vous n'avez pas de moyens, de production, etc., c'est pas grave, lancez-vous quand même. Et au final, on a eu de très belles surprises à la suite de ça, donc voilà. Et concernant les acteurs, oui. Comment ils ont été choisis, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu un casting, parce que vraiment les deux sont exceptionnels. Franchement, déjà je te rejoins, ils sont complètement exceptionnels dans ce film. Je fais plein de mentions depuis le début. Mais, il faut, mais c'est important. Norloda Dali, Omar Salem, aussi ce sont pas les acteurs principaux aussi, mais ils ont joué dans le film Hicham Hamdaoui, Bilal Amin Bachir aussi, qui ont vraiment fait un travail formidable. Alors qu'en plus c'était pas forcément évident pour eux parce que du coup, comme je te disais, on n'avait pas beaucoup de temps pour réaliser ce projet, etc. avec les contraintes qu'on avait. Et ils ont vraiment fait un travail formidable en très 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 peu de temps et surtout avec toute la responsabilité à avoir à incarner ces rôles-là. Et puis en fait c'était très compliqué pour eux, je pense, parce que du coup ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un plan séquence, ça je peux le dire, c'était un plan séquence et on a très peu répété en réalité. Et surtout que c'était pas en français aussi. Donc, du coup, évidemment, on parle tous français, etc. Et du coup, Omar devait traduire du coup tous les dialogues. Et puis ensuite, il devait jouer en arabe. Et il fallait qu'on les dirige, etc., avec le temps qu'on avait. Donc bref, je les salue vraiment pour ce travail-là et pour répondre à ta question. En fait, j'avoue qu'il n'y avait pas eu de casting parce qu'en fait, je les connaissais déjà auparavant. Alors moi, je les connaissais personnellement parce que c'est ça qui est drôle, c'est que Omar, on s'est croisés il y a 4 ans, non, il y a 5 ans, 6 ans même. Peut-être 8 ans en fait. Non, il y a 6 ans en fait, on s'est croisés dans un court-métrage où on était figurant dans un court-métrage qui n'est finalement jamais sorti. Voilà. Mais comme quoi, encore une fois, figuration, bénévole ou pas, ça apporte des choses. Et en fait, c'est ça le truc, je pense, c'est que c'est un peu comme des graines. C'est-à-dire que, je pense, je dis ça, mais dans n'importe quel domaine, je pense que ça fonctionne. C'est-à-dire quand il y a une opportunité qui potentiellement peut avoir un lien étroit avec du coup ce que tu fais, comme je sais pas, faire un tournage en tant que figurant bénévole, etc., ou être assistant réalisateur, ou aller dans telle projection, même ça peut juste être ça, aller dans un événement, etc., telle rencontre. Au final, tu peux te dire, ah attends, mais je connais quelqu'un qui peut-être peut correspondre, etc., et des années après, au final, il se peut qu'au final, qu'il se passe quelque chose en fait, malgré toutes ces années-là. Et en fait, Omar, je l'ai croisé en tant que figurant à ce moment-là, puis on s'est recroisé. On était figurants. Là, on a un peu upgrade dans un long métrage. Okay. On était aussi figurants. Là, on était payés cette fois-ci. Donc, il y avait un peu petit gap. C'était cool. Et puis après, je crois on est resté un peu, on est resté un peu en contact sur les réseaux sociaux, mais sans plus en réalité. Et puis après, je lui ai parlé de ce projet et en fait, ça s'est fait comme ça en fait. Juste et en fait heureusement qu'on a fait cette figuration bénévole qui n'a jamais vu le jour, etc. parce qu'il y avait ça. Et puis Norloda, on s'était croisés parce que du coup c'était aussi marrant, mais en fait on s'est croisés dans un casting de figurants. Donc je savais même pas que c'était possible de faire un casting de figurants pour un long métrage où au final on n'a pas été pris. Et on s'est croisés dans le bus pour aller, puisque c'était loin, c'était dans le 94, mais vraiment loin, je sais plus où. Bref, mais c'était, tu sais, c'est le fameux truc où, du coup, j'habite à Arcueil. Ouais. Tu montes à Paris pour aller dans un autre, la fameuse étoile parisienne. Voilà, merci. Et en fait, on s'est croisés comme ça, et puis elle m'avait parlé d'une formation de cinéma, etc. Et puis, elle m'avait beaucoup aidé à ce moment-là. Et ça m'a permis de faire plein de rencontres, notamment de Bilal aussi, qui joue dans le film, etc. Donc c'est un peu comme ça, et puis je savais que du coup que tous les deux ils étaient excellents déjà en fait en tant qu'acteurs. Donc en fait, donc c'est pour ça aussi que la direction de l'acteur, en réalité, elle a été très très facile avec eux parce que en fait ils jouent déjà très très bien. Et tu le disais, quand tu as été assistant réel sur The Perfect Dream, tu t'es rendu compte que c'était une aventure humaine et qu'il fallait quand même s'entendre avec les gens, qu'il fallait vraiment avoir un espèce d'accord commun, enfin travailler un peu de la même façon pour que ça marche. Ouais, complètement. Après,
On peut évidemment toujours travailler avec des gens qu'on connaît pas, qu'on rencontre sur un casting, dans des castings sauvages, etc., etc. Mais c'est vrai que le fait de tourner dans ce cadre-là où c'est, même s'il y avait une pression sur la deadline, etc., et sur notre histoire qu'on voulait raconter, ça restait quand même un tournage bénévole qui était un exercice, qui était aussi une sorte d'aventure, un peu une sorte de jeu en fait. Où on se retrouve avec des gens qu'on connaît, etc., etc. Alors, c'est vrai que c'est moi qui les connaissais, du coup, Omar et Norloda, mais au final, voilà, maintenant, on est devenu une sorte de groupe enfin, avec du coup, cette aventure qui est Yahnouni. Mais du coup, effectivement, c'était un peu le vecteur, on va dire, Yahnouni de cette aventure, donc c'est extraordinaire. Et qu'est-ce qui vous a poussé, du coup, à vous diriger vers ce genre de scénario, ce genre de film, parce que le thème est donc, on le rappelle, était le feu. Ouais. Pourquoi vous n'avez pas fait un incendie, un barbecue? Pourquoi vous avez fait ça? Alors c'est vrai que je trouve ça marrant parce que en fait je me disais que c'était tellement subtil la thématique du feu, enfin je rentre pas dans les détails, mais c'est tellement subtil dans notre film que je me suis dit pendant un moment, on serait pas hors sujet par hasard. Même si évidemment il y a un lien avec le feu, mais en fait c'était effectivement, enfin comme tu dis, c'était pas un truc vraiment matériel physique comme un briquet, etc., etc. On aurait pu, franchement on aurait pu, mais j'avais quand même, enfin je pense que c'était commun, mais qu'on voulait vraiment faire quelque chose de subtil, on va dire. Surtout inattendu. Moi, vraiment, c'est ça le mot. Je trouvais qu'on s'y attendait pas du tout. Moi, en connaissant justement la thématique, je m'attendais à tout sauf à ça. Ah, c'est dingue. En fait, c'est ça que je trouvais extraordinaire, c'est que du coup, je remets encore une fois le César au César. Cette expression n'existe pas, je crois, mais à Alina, qui est à l'origine du projet, qui a co-réalisé, co-écrit, les acteurs, du coup, dont on parlait juste avant. J'ai pas parlé aussi de l'équipe technique, avec Axel Dos Santos, le chef opérateur, qui a fait un travail monumental à l'image, à l'étalonnage. Mathis Kunz, qui s'est occupé de toute la partie bande sonore, mixage, bruitage, et non, il va me taper si je dis pas tout. Attends, parce qu'il faut que je dise tout. Il a fait le montage sonore, le mixage sonore et le sound design, on va dire. Enfin voilà, il s'est occupé de toute la post-production sonore de ce film. Et puis après, je vais pas tous les citer, mais en réalité, on était une équipe assez petite par rapport à d'autres projets Nikon plus produits, etc., etc. On était une dizaine environ, un peu moins d'une quinzaine, on va dire. Et en fait, c'est vraiment l'investissement de tout le monde en fait sur ce projet qui a été crucial en fait pour que ce film puisse être le succès qu'il est aujourd'hui, et que du coup, si tu as eu ce retour-là, franchement, vraiment c'est grâce à tout le monde en fait, c'est grâce à l'investissement de tout le monde qu'on a pu arriver à ce résultat-là. Et d'ailleurs, pour les gens qui connaissent pas trop le cinéma, ou même en fait pour des cinéphiles qui s'intéressent que aux œuvres et pas à ce qui se passe derrière, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment c'est possible de retrouver, on va dire, une quinzaine de personnes, donc tu les citais, sur un court-métrage de 2 ou 3 minutes? C'est une bonne question. Non, en vrai, c'est ça le truc, c'est que parfois tu peux faire des rencontres sur d'autres projets où tu n'es pas forcément réalisateur, scénariste, etc. Par exemple pour Omar, où on était figurant sur un tournage parfois ça peut être des trucs comme ça en fait. Parfois tu rencontres des gens qui sont pas forcément acteurs, mais qui peuvent être aussi même dans la technique, etc., que tu as déjà croisé dans un projet. Maxime Le Breton, qui a été le chef décorateur, qui a fait un travail extraordinaire sur le film, je l'ai croisé il y a 6 ans dans un court-métrage où j'étais second assistant. Lui, il était régisseur. Il faisait un super travail même en tant que régisseur, mais il est incroyable ce monsieur. Et on s'est recroisés quelques années plus tard, je crois, plusieurs années. Enfin bref, en fait, c'est que des histoires comme ça. C'est ça qui est drôle. Et puis après, Maxime connaît très bien Axel, qui est le chef opérateur. C'est comme ça que du coup qu'on a pu se rencontrer. On a fait un escape game ensemble, c'était trop bien. Et au final, on a collaboré comme ça. Puis après, il y a des postes où, par exemple, la maquilleuse, par exemple, du film, je fais une dédicace là à Lara, que je connaissais pas auparavant, mais qu'on a croisé sur. En fait, on a fait un appel sur une sorte de site internet qui s'appelle cineas.org, si jamais ça intéresse les gens. Et d'ailleurs, je recommande de fou cette newsletter, parce qu'en fait, il s'agit d'un système où, en gros, tu as plein d'annonces de recherche de comédiens rémunérés ou pas, donc comédiens bénévoles ou rémunérés, de techniciens bénévoles ou rémunérés aussi,
et d'autres événements, etc., etc. Et c'est un peu je pense pour quelqu'un qui veut commencer dans l'audiovisuel, dans le cinéma, c'est je pense le meilleur moyen pour commencer, parce que c'est là où tu as accès vraiment à tout ce qui se fait, en tout cas en région parisienne majoritairement. Il y a aussi des annonces aussi partout en France, et c'est là où tu peux avoir une perspective de qu'est-ce qui se tourne en ce moment, quel court-métrage étudiant, etc., etc. Et c'est là où tu peux faire vraiment ton premier réseau, on va dire. Et j'utilise encore ce service-là parce que du coup j'ai pu faire un appel pour chercher une maquilleuse par exemple pour ce projet, l'ingénieur du son aussi, etc., etc. Donc ça a été un peu un mélange des deux, mais c'est vrai que une grosse partie de l'équipe, je connaissais les gens auparavant, pour la plupart. Et donc avec Yaranuini, j'imagine qu'avec un tournage pareil, vous avez sûrement pris de grandes leçons avec Lina. Ouais. Mais complètement. Ça a été. En fait, chaque projet qu'on réalise, c'est une leçon en fait. Et même quelqu'un qui fait, je sais pas, des dizaines et des dizaines de courts-métrages, etc., etc., même s'il connaît déjà la base de comment faire un film, il va forcément sortir avec quelque chose. Et même j'irai encore plus loin, même quand tu fais de la figuration bénévole dans un court-métrage avec du 4K, généralement, en fait, tu ressors toujours avec quelque chose à la fin. Ça peut être, je sais pas, une idée, par exemple. Ça peut être une idée, ça peut être un truc sur un matériel, par exemple, que tu connaissais pas, une manière de faire, un travail ou un contact. Enfin, ça peut être n'importe quoi. Et il y a toujours de l'expérience partout, dans quel que soit là où on est, ou même aller à une masterclass, même regarder un film en fait, regarder un film chez soi ou au cinéma, etc. Mais là, Yaranuini, en fait, la particularité, c'est qu'il y avait trop de leçons d'un coup. Il y avait tellement d'informations, tellement de choses. C'était tellement intense comme tournage. En tout cas, pour moi, de mon côté, c'était tellement intense que ça a été une claque de leçons. J'ai l'impression que j'ai pris 5 ans de 5 ans de leçons de cinéma en une journée. Parce qu'en fait, c'est là où tu comprends que nous, on n'avait pas beaucoup de moyens, mais on a essayé de faire bien avec pas grand-chose, en fait. Et en fait, ça a tellement débloqué des choses, ce tournage, et puis la suite de ce tournage, la post-production, etc., ça a été tellement, parce que vraiment, je pense, Yaranuini, ça a été vraiment la transition entre vraiment tous les courts-métrages que j'ai fait auparavant, où j'étais soit seul, ou soit j'étais avec mes potes de la fac, etc., etc. Et j'ai l'impression que c'est vraiment la passerelle vers le pro, en fait. Et en fait, j'ai tellement appris de choses et j'ai tellement fait de belles rencontres aussi à travers ce projet. Et encore aujourd'hui, du coup, maintenant, on continue de l'envoyer en festival, etc., etc. Et il y a plein de belles opportunités qui s'offrent à nous. Donc non, franchement, ça a été quelque chose de formidable, ce tournage. Et quel est le message de ce court-métrage ? C'est une excellente question. C'est une très bonne question. Je sais pas si c'est le plus intéressant d'en parler avec des mots, parce que en tant que réalisateur, avec des guillemets, en tant que réalisateur, oh là là, j'ai failli dire un truc hyper bateau en mode oui, moi je m'adresse avec le cinéma, mes messages, etc. Mais c'est un peu ça parce qu'au final, j'ai peur de déconstruire le message qu'on a essayé de donner à travers ces images, à travers ce son. Mais en tout cas, en fait, ce que je peux dire en tout cas, c'est que ça a été alors je refais une mention à Lina parce que c'est encore une fois elle qui est à l'initiative du projet. Mais en fait, elle disait que c'était un besoin pour elle. Et en fait, je la rejoins complètement là-dessus parce que ça a été aussi ouais, en fait, c'était nécessaire, quoi, de faire un film sur ce qui se passe, parce que c'est pas normal, en fait. C'est tout simplement pas normal. Et malgré le fait qu'on soit pas multimillionnaire, etc., qu'on puisse pas donner de l'argent ou qu'on puisse pas, je sais pas, aider matériellement, etc., on voulait quand même agir, mais avec les moyens qu'on avait, avec les compétences qu'on avait, en tout cas ce qu'on avait sur le moment. Et on voulait vraiment faire porter ce message sur parce que c'est évidemment ce qui se passe en Palestine depuis 15 mois et même depuis 75 ans en réalité, mais ce qui s'est passé depuis 15 mois, ça a été un peu le moteur de notre film. Et en fait, en prenant un peu du recul, etc., j'ai réalisé que je pense
Après, je suis pas du tout la bonne personne à en parler, etc. Mais je pense que ce qui se passe, c'est aussi le résultat d'une déshumanisation, en fait, de la population arabe, ou de manière générale, en fait, des autres populations qui sont pas blancs, occidentaux. Je pense que c'est le résultat de toute cette déshumanisation-là. Et vraiment, quand je parle de déshumanisation, c'est un peu un grand mot. Mais ça peut très bien être, je sais pas, jouer à Call of Duty. Je crois la première version de Call of Duty, c'était l'armée américaine, je crois, j'ai vu un truc comme ça. Et les ennemis, c'était des Arabes, quoi, par exemple. Et ça commence que par des trucs comme ça, où le méchant du film, c'est un rebeu, machin. Le terroriste, le seul terroriste du film, c'est un Arabe, tu vois. Ou que des trucs comme ça. Et en fait, par la suite, et puis avec le rôle des médias, etc., en fait, c'est tellement progressif et c'est tellement... Bon, parfois, c'est pas subtil, mais parfois, c'est tellement si subtil que le résultat de tout ça, c'est qu'au final, y a des catégories de population, en fait. Il y a, en fait, les gens normaux, et puis après, il y a les Arabes, etc., machin. Et en fait, nous, on voulait vraiment raconter l'histoire de, en tant que Marocain, du coup, arabe, on va dire. Bizarre dit comme ça, en tant qu'arabe. Mais voilà, quand je voyais ce genre de choses, moi j'ai vécu à Casablanca par exemple, dans le dernier Mission Impossible 5 Mission Impossible 5 qui se passe à Casablanca, le premier plan de Casablanca c'est du désert, quoi. Alors que Casablanca, c'est une ville hyper animée, c'est un peu c'est comme Paris mais au Maroc, etc. Et tout ça pour dire, c'est que je sais comment je suis, je sais comment je parle, je fais des blagues, je rigole, machin. Parfois je suis triste aussi, etc. Et c'est pas ce que je retrouvais sur l'écran, en fait. Et je dis ça, mais je pense que pour Lina c'est pareil. Et en fait, on voulait vraiment raconter l'histoire d'une famille arabe, et quelle que soit sa nationalité, en fait, qui vit, en fait, tout simplement. Enfin, c'est bizarre dit comme ça, mais qui a juste une scène de vie qui est universelle et que tout le monde vit en réalité. Et on voulait vraiment raconter ça et raconter, en fait, on voulait juste raconter ça. Au-delà de la cause derrière, on voulait vraiment raconter cette humanité-là, en fait. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des réalisateurs ou alors des films qui t'ont aussi motivé à faire ça, ou tu t'es dit, ah là, c'est ce que je veux faire, c'est ce qu'il est en train de faire. Il pense la même chose que moi, il est en train de nous montrer ça, je veux faire la même chose. Vaste question. Parce qu'évidemment, moi, je suis... je pense que si je dis toutes mes inspirations, on en est là pour 3 heures, mais non, après, c'est un peu le fameux truc un peu classique de Christopher Nolan, etc. Mais c'est un réalisateur qui m'inspire énormément, comme Edgar Wright aussi, des réalisateurs à la fois de comédie, de drame, des réalisateurs qui vont très loin aussi dans ce qu'ils racontent aussi. C'est énormément de choses. Et puis après, là, avec Yahnoni, du coup, c'est du format court. Donc j'ai été énormément inspiré par le format court, en fait. Je refais une mention au Nikon Film Festival parce que au-delà d'avoir réalisé mes premiers courts-métrages grâce à ce concours, j'ai aussi regardé énormément de Nikon, surtout dans les palmarès des années précédentes, et franchement il y a des pépites. Franchement, aller dans les archives de Nikon, c'est peut-être mention spéciale Le Bon Rôle, je crois, qui a été réalisé il y a 4 ans par Julien Carpentier, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Le Bon Rôle, où il y avait... là c'est un truc de niche vraiment, mais vraiment il y a des Nikon qui m'ont tellement marqué, et c'est vraiment, j'ai réalisé la puissance du court-métrage, en fait. Et que parfois même, pour raconter une histoire en particulier, peut-être que le court-métrage c'est peut-être parfois le meilleur moyen en réalité. Donc j'ai énormément été inspiré par ces Nikon-là, par des collègues, en fait, par des collègues qui réalisaient leurs propres films, parfois même avec du budget, etc. En fait, c'est tout un ensemble, en fait, de choses où à la fois il y a ce truc de j'étais inspiré dans mon salon en regardant mes films ou au cinéma, etc. Et puis en regardant le travail des autres, en fait, tout simplement, qui sont proches dans mon entourage. Et le prix du public, du coup, que tu as reçu, enfin que ton équipe et toi, vous avez reçu, je tiens à le dire. Comment ça a été pris par ton équipe? Est-ce que finalement vous ne l'avez pas plus apprécié qu'une récompense officielle, je veux dire le prix principal? Il a une certaine saveur, surtout quand on a vu Yahnoni. En fait, tu me poses cette question, mais je la réalise toujours pas. Je la réalise toujours pas parce que, en fait, il y avait tellement de films à cette édition. C'était quoi? C'était plus de 2700 Alors attends, je crois que j'ai même le chiffre. Non. En tout cas, c'était... 2700, ouais, c'était dans ces eaux-là. 2772. Ah, voilà. Finalement, j'ai le chiffre, j'ai le nombre.
en fait, je m'y attendais pas. Et en fait, pour la petite histoire qui est assez marrante, c'est que en fait, comment ça fonctionne le Nikon? En fait, ça fonctionne par système de, enfin, pour le prix du public, en tout cas, ça fonctionne par système de vote. Et en fait, on avait reçu un mail comme quoi, bah voilà, notre film faisait partie du top 3 des films avec le plus de votes. Et du coup, on était invité au Grand Rex. Donc déjà, rien que ça, c'était ok, truc de fou furieux. Et au moment où ils ont annoncé le prix du public, donc c'est en plus l'équipe de l'année passée qui avait gagné le prix du public à l'époque, à ce moment-là, qui avait remis. Et donc du coup, ils ouvrent l'enveloppe et je vois la personne, elle galère à dire le titre. Et c'est là où j'ai capté. Et c'est là où j'ai capté que là, il allait se passer une dinguerie de fou furieux. Parce que, bah, en fait, ils ont annoncé Yahnouni, en fait. Et juste après, ça a été diffusé au Grand Rex. Devant 2000 personnes, 2500, il me semble. Mais ça, c'est un cadeau. Je pense que c'est une des plus belles journées de ma vie, pour être très honnête, parce que c'est. En fait, c'était à la fois un soulagement, parce que comme je te disais, en tout cas moi de mon côté, le film je l'ai co-réalisé, mais vraiment avec énormément d'interrogations, de questions, de doutes par moment, etc., que quand il se passe ça, mais c'est un soulagement. Et puis après, et c'est là où je me dis c'est un truc de fou, c'est que j'étais pas tout seul en fait. Parce que j'aurais pu me dire ah bah c'est moi qui ai gagné, tu vois. Mais j'étais pas tout seul. Et en fait, c'est ça qui était encore plus beau, c'est qu'en fait, on l'a fait tous ensemble, ce film. Et évidemment, avec Lina qui était à l'initiative, avec les acteurs, même les techniciens, enfin, tout le monde, en fait. Il y a vraiment personne à part. Tout le monde a contribué à cette réussite. Et c'est ça qui rend, je trouve, la victoire encore... elle est multipliée, en fait, cette victoire. Parce que c'est pas juste une victoire personnelle, c'est vraiment une victoire vraiment collective, quoi. Et surtout, elle est encore plus multipliée parce que c'est un film que nous, en tout cas, on a vraiment eu ce besoin de le faire, et on espère que ça puisse avoir sa contribution dans la cause, en fait. Donc voilà, donc ça a été complètement... là encore, maintenant, je n'arrive toujours pas. Donc voilà. Bon, j'ai un peu ma réponse parce que on a vu que tu avais donc le prix du public, mais quels a été les retours du public, je veux dire tes interactions directes avec les gens? Ouais. Qu'est-ce qui a été dit le plus souvent? En fait, là où je me disais que peut-être il y aurait un clivage, oui. J'avais même parlé avec quelqu'un qui était vraiment pro dans le scénario, etc., qui nous avait conseillé aussi dans l'écriture du film, et qui m'avait dit non mais il se peut que du coup ça puisse créer à la limite ça va créer peut-être dans les commentaires de la vidéo, du film, ça va créer des débats, machin, etc. Et au final, en vrai, ça a été assez unanime, en réalité. Je crois que peut-être il a dû y avoir quelques retours, mais vraiment quelques retours, vraiment 0,1% de tout ce qu'on a reçu, où c'était, voilà, tu vois, mais tout le reste, ça a toujours été, que des beaux retours, en fait. Et parfois même des retours hyper inspirants, parce qu'on a essayé vraiment de réaliser ce film de la manière la plus intemporelle, et aussi pour que tout le monde puisse se reconnaître, en fait. En tout cas, les populations concernées. Et ce qui fait que du coup, au final, on a laissé un peu de matière au spectateur pour qu'il puisse lui-même s'approprier le film. Et on a eu des interprétations hyper intéressantes, en fait. Donc non, franchement, la richesse du public, elle est incroyable, que ce soit sur Internet, au moment du Nikon, et en vrai, parce qu'on a eu l'occasion d'assister à des projections, le film, il a été diffusé, etc. Et les retours sont toujours extraordinaires, franchement. D'ailleurs, vous avez été sélectionné par pas mal de festivals, ouais. Il me semble. Ouais. Par combien? Tu avais cité le chiffre sur ton Instagram. Ah, c'est possible. Là, je crois qu'aujourd'hui, on doit être à une cinquantaine environ. C'est énorme. Un peu plus d'une cinquantaine. Non, franchement, c'est en fait, c'est là où tu te dis, même si du coup, à la fin de ces sélections, il n'y aura pas forcément de prix, on va dire, même si c'est quand même sympa, forcément de recevoir des prix, parfois même des dotations, etc. Mais en fait, juste le fait qu'il soit diffusé, donc sélectionné, ce qui veut dire qu'il sera diffusé, en fait, rien que ça, c'est déjà une victoire pour nous, parce qu'en quelque sorte, le message, il va passer, en fait, d'une manière ou d'une autre, et que ce soit avec un public où il y a 10 personnes dans la salle, ou peut-être une centaine, voire 2000 avec le Grand Rex, par exemple,
en fait, le plus important, c'est qu'il y ait une diffusion, qu'il y ait une projection, et en soi, les prix, forcément, ça fait plaisir, mais en fait, c'est que du bonus, en fait. Oui. C'est que du bonus dans une victoire, en fait, qui est déjà là, en fait. Donc voilà, quoi. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise après avoir visionné Ya Hannouni? Excellente question. Très très bonne question. Non, pas forcément. J'ai pas forcément d'attente sur quelque chose qui peut être dit par le spectateur. En tout cas, plus une réaction de l'ordre de l'émotion sans parole, peut-être? Peut-être. Alors ça, c'est ce qui est arrivé à pas mal de gens qui ont regardé notre film. Et ça, enfin, c'est en fait, au-delà de nous donner un retour positif sur le film, etc. Juste le fait d'avoir cette réaction de silence, mais ça veut déjà tout dire, en fait. En tout cas, pour moi, ça veut déjà tout dire. Donc non, franchement, c'est déjà ça. Et puis et encore une fois, ouais, en fait, les retours des gens sont très diverses, mais toujours dans le bon sens, toujours dans les bons retours, etc. Et en fait, si notre film n'a pas laissé les gens indifférents, pour nous, c'est ça la victoire, en fait, en réalité. Et est-ce que, selon toi, justement, c'est ce qui distinguerait Ya Hannouni des autres projets qui ont été donc proposés au Nikon Festival? Alors, j'aurais pas cette position je sais pas, ça ferait tout de suite prétentieux, etc., etc. Mais en tout cas, c'est vrai que, comme je te disais, par rapport à la question de pourquoi on a réalisé le film en première vue, par exemple, j'avais quand même, moi personnellement en tout cas, ce besoin de faire quelque chose qui sorte un peu du lot, en fait, que ce soit techniquement parlant ou aussi dans l'histoire, etc. Enfin, ça a toujours été un désir que j'ai eu quand je réalise des projets. J'aime toujours avoir ce truc de regardez, moi j'ai fait comme ça, j'ai fait un truc différent. Mais non, mais après, il y a énormément de films au Nikon cette année-là, et aussi cette année, franchement, il y a des pépites cette année, franchement. Des films qui sont tellement inspirants, mais pas leur format à eux, en fait. Nous, on a abordé ce sujet-là avec cette forme-là, parce que pour nous, ça allait de soi. On s'était dit que c'était la meilleure manière d'en parler. Mais après, au Nikon, en fait, c'est ça qui est extraordinaire aussi avec le Nikon, c'est qu'il y a tellement de sujets différents, tellement de possibilités, et surtout de sujets engagés, en fait. Nous, on a fait évidemment ce sujet pour parler de ce qui se passe à l'époque en Palestine et dans les autres populations atteintes de génocide, de conflits. Mais après, il y a des sujets, par exemple, plus sociaux, enfin des sujets sociaux, par exemple en France, l'hôpital, la violence faite aux femmes, par exemple, la discrimination, ou même simplement des sujets entre guillemets moins lourds, mais qui restent quand même des sujets dont il faut parler. Et en fait, je trouve que la passerelle du Nikon, elle est hyper intéressante pour ça, en fait. Et surtout que le fait d'écrire en 2020, en réalité, même si certes 2020 sur le papier, tu dis bon c'est juste 2 minutes, ça va, sur un long métrage de 1h30 ça va. Mais en vrai, c'est pas du tout évident à écrire 2 minutes. Mais vraiment, limite, je trouverais ça plus facile d'écrire en 20 minutes qu'en 2 minutes. Justement, quel conseil tu donnerais à tous les jeunes réalisateurs, on va utiliser le terme, qui veulent se lancer dans le Nikon Festival, justement, vu qu'on est dans la période? Quel conseil tu leur donnerais? En fait, c'est marrant parce que tu m'as déjà posé cette question avant ce podcast. Ouais. Et en fait, je me remets toujours pas de cette question parce que pour moi, je suis toujours un jeune réalisateur. Ouais. Même si ça peut être un peu prétentieux dit comme ça, parce que certes, j'ai co-réalisé Ya Hannouni qui a un super parcours, qui a remporté le prix du public au Nikon, etc. Mais en fait, j'ai pas la prétention de me dire que ça y est, ma carrière elle est accomplie ou machin, etc. Pour moi, ça fait que commencer. Et en fait, comme je dis au tout début du podcast, au contraire, moi je suis le genre de personne à écouter soit les réalisateurs connus, ou pas forcément connus, mais qui sont installés dans le milieu, etc., et qui donnent des conseils, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu... Wow. Mais après, si je peux donner peut-être, on va dire, des conseils, ou plutôt des choses qui, qui m'ont fait gagner du temps, en fait. Qui pourraient faire gagner du temps, du coup, aux gens qui m'écoutent. Je pense déjà il faut avoir ce truc de c'est tellement bateau, mais je comprends maintenant pourquoi les gens ils disent des trucs bateaux, parce qu'en fait c'est vrai, mais se lancer, en fait, parce que c'est en faisant qu'on apprend, qu'on devient forgeron. À part si vous voulez vraiment être forgeron, mais en tout cas pour être réalisateur,
il n'y a pas d'autre moyen, ou même dans tous les autres domaines, en fait, dans tous les autres domaines artistiques, franchement, c'est en faisant. Et même si c'est pas fou, même si t'es juste tout seul, même si c'est juste même une pub pour le fromage de ton entreprise, de ton oncle, il n'y a pas de souci non plus. Au moins, ça te permet d'avoir ces étapes de d'écrire, tourner et monter, quoi. Et c'est tout, tu vois. Donc déjà, se lancer, c'est le plus important. Maintenant, si je peux essayer de donner, on va dire, un conseil qui sort du lot, on va dire, c'est un conseil en fait que j'ai entendu de la part de, je fais une énième mention, mais c'est pour Cyril Batolo. J'ai peur d'avoir écorché son nom de famille, mais quelqu'un d'extraordinaire que j'ai croisé, rien à voir dans l'audiovisuel, mais qui travaille, on va dire dans l'écologie, en fait, dans la sensibilisation écologique, agricole. Et en fait, il m'a dit une phrase qui m'a matrixé, on va dire, le cerveau. Il a dit, si tu veux sensibiliser pour une cause, il faut pas parler de la cause. Par exemple, lui, il sensibilise sur l'écologie. Dans les communications qu'il fait pour parler de ce sujet-là, il parle pas d'écologie, en fait. En fait, il parle de choses que tout le monde connaît. De choses... je donne un exemple. Tu veux parler d'écologie, organise un match de foot avec, je sais pas, des gens dans le domaine. Bon, là, j'ai donné une idée totalement éclatée, mais en fait, le concept l'idée derrière cette idée, c'est que je pense que le meilleur moyen pour parler d'un sujet, par exemple dans un film, c'est pas de le donner frontalement dès les premières secondes du film, en fait. Ça peut marcher. Je dis pas que c'est pas un truc qu'il faut faire ou qu'il faut pas faire, etc. Mais, et d'ailleurs, il y a des films qui fonctionnent très bien en montrant frontalement les choses, etc. Mais moi, personnellement, j'ai quand même une autre lecture, on va dire, de comment évoquer un sujet, surtout que Ya Hanouni, c'est le premier projet, entre guillemets, sérieux que j'ai réalisé, dans le sens où tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était que des comédies totalement absurdes et qui n'étaient pas forcément engagées. Mais pour évoquer un sujet, surtout dans ce film-là, qui est un sujet hyper lourd, en fait, on avait besoin de passer par quelque chose de beaucoup plus léger. Et je pense que c'est ce décalage entre quelque chose de léger, mondain, banal, et la gravité, en fait, de la situation. En fait, je pense que c'est ce vertige-là qui a pu créer l'émotion, en fait. Je pense, en tout cas, avec le recul. Et même si on se l'imaginait, pour être honnête, dès le scénario, en fait, on s'attendait à avoir ce résultat-là. En fait, on s'attendait pas à ce que ça fonctionne autant, en réalité. Parce qu'il aurait très bien pu y avoir un monde où ça ne fonctionnerait pas du tout. Et en fait, avec Ya Hanouni, on a eu la confirmation que en fait, c'est un peu ça que les gens veulent, en réalité. Et je pense que si jamais vous avez un sujet qui vous tient à cœur, en fait, essayez de prendre les gens là où ils sont. C'est-à-dire que, genre, je sais pas, quelqu'un qui, je sais pas, a fait une journée de taf, il se connecte sur Internet, il y a un court-métrage d'un certain réalisateur, etc. Bon, je vais regarder, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est de se mettre à la place du maximum de gens possibles. Comment ils seront dès le début du film ? Où est-ce que tu les emmènes, etc., etc. Et qu'est-ce que... Enfin, tu vois, en fait, c'est tout ce jeu-là. En fait, il faut tous en permanence se mettre à la place du public, en fait, je pense. Et je dis ça, mais quel que soit le travail, hein, ça peut être un film, ça peut être une peinture, et même quelque chose qui n'est pas du tout dans l'audiovisuel, dans l'art. Je pense que c'est toujours se mettre à la place se mettre à la position de la personne à qui on destine, en fait, notre travail. Donc voilà. Et pour la suite, qu'est-ce qui est prévu ? Encore des projets avec Lina ou un projet complètement seul ? Alors la suite. Alors j'avoue que je peux pas trop en parler parce que là c'est encore en écriture et c'est encore. Je préfère en tout cas ne pas trop l'aborder. Mais par contre, ce dont je peux aborder, c'est qu'en fait, j'ai réalisé on en a pas parlé, mais j'ai réalisé un petit documentaire sur les renards à Arcueil. Puisqu'en fait, là où j'habite, dans mon quartier, il y a des renards. Il y a un terrier avec des renards. Et je me suis dit, mais tiens, et si je faisais un documentaire animalier dans mon quartier, en fait. Et du coup, c'est un petit documentaire qui dure 3 minutes 30. Mais en fait, ce que je compte faire dans les prochaines semaines, c'est le rallonger à une version de 10 minutes. Voilà, pour raconter un peu la vie de ces renards, en sachant qu'ils sont dans un milieu hyper urbanisé, en fait. Donc voilà, c'est un peu pareil pour créer ce décalage et un peu reprendre la sauce, on va dire, du documentaire animalier, mais on va dire à ma manière, tout simplement. Eh bien, Sofiane, merci beaucoup. Mais merci à vous. À bientôt. Et à très vite. Pour ce documentaire animalier. Merci.